Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons aborder la question de la surmortalité. Nous avons vu que les études statistiques doivent être appliquées avec prudence. Donc, voyons ce qu'il en est en ce qui concerne une question qui a pris un grand intérêt depuis 2020, la surmortalité. Tout d'abord, quelle est la validité des données sur lesquelles on estime la mortalité? Car il s'agit bien d'une estimation et non de chiffres reflétant exactement la réalité. En ce qui concerne les chiffres de la mortalité par cause, ils sont peu réalistes. Déjà, on ne peut pas toujours identifier les raisons de la panne d'une machine. Alors, en ce qui concerne un être humain, autrement complexe, dans une sphère du vivant où tout est interconnecté de manière subtile, où tout change à chaque instant, où règne un certain libre arbitre, on peut encore plus difficilement identifier les causes de décès. Il s'agit le plus souvent de l'opinion d'un médecin qui a rarement, voire jamais vu le patient. Qui plus est, il doit se faire une opinion rapidement. Aux États-Unis, l'acte de décès, avec là où les causes, doit être rempli dans les 15 heures suivant le décès. Donc, le bon sens nous dit que les présomptions des causes de décès sont à prendre avec prudence. Même les études statistiques impliquent que 20 à 60% des présomptions sont erronées, et ce, dès avant 2020. C'est avoir peu confiance en notre capacité de raisonnement que de vouloir une confirmation chiffrée de cette conclusion. La marge d'erreur est grande et ça n'apporte pas grand-chose au débat. Les présomptions des causes sont elles-mêmes fondées sur des suppositions. Ajoutons à cela qu'en 2020, bien des États ont changé les codes des maladies sur les actes de décès afin de favoriser Covid-19 comme cause et instruit leur rédacteur qu'il doit y figurer, même s'il n'est que supposé avoir causé ou contribué au décès. Donc, pour estimer une surmortalité, il est préférable de s'en tenir aux chiffres de la mortalité, toutes causes confondues. Un chiffre, rappelons-le, ne veut rien dire en lui-même. C'est la comparaison des chiffres qui a un sens. Plus précisément, la surmortalité est la différence entre le nombre de décès observés au cours d'une période donnée et le nombre de décès qui auraient été attendus au cours de cette période sur la base de données historiques. Les paramètres impactant l'estimation de la surmortalité sont si nombreux que tout comme avec un sondage, il faut dès le départ faire un choix, sans oublier que la plupart de ces paramètres ne sont pas vraiment identifiables et encore moins quantifiables. Comme on va le voir, en fonction des paramètres choisis, la surmortalité peut varier du tout au tout, être positive, c'est-à-dire la mortalité réelle peut être plus élevée que la mortalité attendue, ou au contraire moins élevée, on parle alors de sous-mortalité. Tout d'abord, comme le font remarquer John Ioannidis et ses co-auteurs, l'enregistrement des décès est très incomplet dans la plupart des pays, par exemple l'Inde. Et donc, dans ces cas-là, les estimations risquent d'être peu réalistes. Pour les autres pays, le premier paramètre à choisir est la période historique. Prend-on les 5 dernières années, les 10 dernières années ou davantage? Prend-on une moyenne arithmétique ou une médiane? À nouveau une question de choix. Et il faut garder à l'esprit qu'une moyenne est une donnée abstraite. Ou est-ce qu'on compare avec une année passée? Plus on remonte loin, moins les années sont comparables, car les conditions sont plus à même d'être différentes. On peut se retrouver avec le même problème qu'en Inde aujourd'hui, ou par exemple, les techniques et compétences avant l'ère informatique ne sont pas comparables à celles d'aujourd'hui. Et donc,
les comparaisons de mortalité risquent d'en être faussées. En France, c'est un décret du 29 juillet 2006 qui a remplacé l'acte de décès papier par une déclaration électronique. Et donc, il vaut mieux éviter de comparer une période postérieure avec une période antérieure à 2007. Donc, tentons de répondre à la question suivante. Y a-t-il eu ou non surmortalité en France en 2020 ? Nous nous basons sur les chiffres donnés par Eurostat et remontons jusqu'à 2012, car Mayotte a rejoint la France en mars 2011 et donc il n'est pas possible de comparer avec la période précédente. Le nombre de décès total en 2020 est largement supérieur à chaque année depuis 2012. Rajoutons donc un paramètre, le taux d'augmentation. Mais quel taux ? C'est-à-dire, on compare quelle année avec quelle année ? Si on compare l'année A avec l'année A-1, c'est-à-dire l'année précédente, alors le taux d'augmentation, c'est-à-dire le nombre de décès l'année A- le nombre de décès l'année A-1 divisé par le nombre de décès l'année A-1 et tout cela multiplié par 100, et donc ce taux d'augmentation est bien supérieur en 2020 comparé aux autres années. Et donc, d'après ce calcul, il y a bien eu surmortalité positive en France en 2020. Maintenant, on pourrait se dire que simplement comparer le nombre de décès n'est pas réaliste, qu'il faut ajouter un paramètre, la taille de la population, puisque plus la population est grande, plus il peut y avoir de décès. L'estimation de cette taille est basée sur les recensements. Jusqu'en 2004, les recensements étaient loin d'être annuels. Il y en a eu en 1946, 54, 62, 68, 75, 82, 90, puis 99. Ils étaient censés inclure chaque individu sur le territoire français. Mais dans la pratique, c'était loin d'être le cas. Depuis 2004, et surtout après 2008, les recensements sont devenus annuels. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a des chiffres précis. En effet, le recensement se fait par tranche annuelle, commune de moins de 10 000 habitants, ou par échantillonnage, commune de plus de 10 000 habitants. Or, on a vu les problèmes concernant les échantillonnages. Et donc, l'estimation de la taille de la population est fondée sur des suppositions et des approximations, bref, sur des études statistiques, et on ne peut pas comparer les années post-2008 à celles d'avant. Par exemple, l'estimation de la population au 1er janvier 2020 a été légèrement modifiée le 14 juin 2024, c'est-à-dire plus de 4 ans après, ce qui implique qu'il est difficile d'avoir une estimation précise. Par ailleurs, depuis 2018, le questionnaire de recensement a été modifié afin de mieux prendre en compte le problème de multiples résidences, un problème et un changement qui rajoutent aux inexactitudes des estimations, en particulier lorsqu'on compare à des années antérieures à 2018. Quoi qu'il en soit, comparons donc plutôt les taux de mortalité, c'est-à-dire le nombre total de décès, divisé par la taille de la population. Et on trouve que ce taux pour 2020 est supérieur à celui de chaque année depuis 2012. En d'autres termes, on trouve à nouveau une surmortalité positive pour 2020. Mécontent de ce résultat, on pourrait vouloir ajouter un autre paramètre, la répartition des âges. En effet, on peut penser qu'il faut prendre en compte ce paramètre pour comparer la mortalité d'une année sur l'autre, notamment dû au vieillissement de la population.
Or, la répartition en âge est une estimation encore plus détaillée que celle de la simple taille de la population et donc pourrait être moins fiable. Plus précisément, prenons les taux de mortalité d'une année passée et projetons-les sur 2020 pour trouver la mortalité attendue pour chacune de ces tranches si les taux étaient restés inchangés. Puis additionnons les nombres trouvés pour chaque tranche pour trouver la mortalité attendue pour 2020. Il faut pour cela d'abord choisir l'année avec laquelle comparer 2020 et comment diviser la population en tranches d'âge. Divisons les populations des années 2012 à 2020 en tranches d'âge de 10 ans jusqu'à 79 ans et mettons les plus de 80 ans dans une même tranche d'âge. On trouve que la mortalité réelle de 2020 est supérieure à celle attendue et donc on trouve à nouveau une surmortalité positive. En prenant chaque année de référence à partir de 2012. Prenons maintenant des tranches d'âge de 5 ans jusqu'à 79 ans et à nouveau une tranche d'âge pour les plus de 80 ans. On trouve une mortalité réelle en 2020 un peu plus supérieure à celle attendue qu'avec le calcul précédent, et donc une surmortalité plus positive, en prenant chaque année de référence à partir de 2012. Prenons ensuite une division de la population en âge jusqu'à 99 ans et mettons les plus de 100 ans dans une même tranche d'âge. On trouve alors une surmortalité positive pour toute année de référence à partir de 2014. Et négative, c'est-à-dire une sous-mortalité si on prend 2012 et 2013 comme année de référence. En particulier, comme on le voit, on ne peut pas préjuger de la tendance de la surmortalité en prenant des tranches d'âge plus fines. Tout dépend de la distribution de la mortalité dans les différentes tranches d'âge. Mais ce calcul suppose une estimation de la population au 1er janvier de chaque année. Or, la population varie au cours de l'année. Donc, faut-il diviser l'année en périodes de 6 mois, 2 mois, 2 semaines, voire 2 jours? Mais on ne connaît pas la répartition en âge pour des périodes plus courtes que 1 an. Et donc, plus l'unité de temps choisie sera fine, plus l'estimation de la mortalité sera théoriquement satisfaisante, mais dans la pratique, elle en sera d'autant moins précise et dépendra du modèle statistique utilisé. En effet, pour l'unité de temps choisie, il faut estimer le nombre de décès et pour cela prendre en compte bien des facteurs, par exemple les migrations ou les erreurs plus grandes dues à la collecte des données. En prenant des unités de temps plus courtes que 1 an, des études trouvent une surmortalité positive pour 2020. On ne peut donc pas non plus conclure que 2020 et 2015 ont plus ou moins la même mortalité si on prend en compte la répartition en âge. On aurait pu de toute manière prendre les moyennes des taux par âge pour la période 2012 à 2019 comme reflétant mieux cette période et calculer la mortalité attendue en 2020 en fonction. On trouve alors une surmortalité positive pour 2020. On aurait aussi pu standardiser l'âge d'autres manières, prendre la distribution standard de la population donnée par l'OMS, celle donnée par l'Europe. Ce sont des modèles statistiques.
Or, des études ont trouvé des variations notables dans les conclusions sur la surmortalité selon les divers choix faits. La distribution de la population, le nombre d'années incluses dans la période de référence, l'unité de temps des séries de mortalité et donc d'autant plus les modèles statistiques utilisés. On aurait pu prendre aussi d'autres facteurs, comme le font remarquer Ioannidis et ses co-auteurs, ajustés pour tenir compte de l'évolution d'autres indicateurs de risque élevés, tels que le séjour dans les établissements de soins de longue durée, peut également faire la différence. Il y a l'effet moisson, c'est-à-dire des personnes malades ou âgées qui ont survécu quelques années et peuvent soudain décéder. En outre, la météo n'est jamais la même d'une année sur l'autre sur la même période. Et donc, comment comparer? Un produit chimique nouveau peut être mis sur le marché, un ancien retiré, et la mortalité peut en être affectée. Il y a aussi les facteurs électromagnétiques. Les études scientifiques et donc empiriques montrent que les ondes émanant des antennes de téléphonie mobile sont nocives pour la santé. Et donc la grimpée en flèche de l'utilisation de Wi-Fi ainsi que l'introduction de la 5G peuvent avoir eu un impact sur les chiffres de la mortalité. À cela, il faut ajouter les facteurs sociaux et psychologiques, par exemple la fluctuation des conditions de vie dans les différents groupes sociaux. Comment quantifier ces conditions de vie et les divers degrés d'anxiété, de stress ou de peur générés notamment par la situation économique? D'ailleurs, le découpage de la société en groupes sociaux peut être fait de manière différente et toutes peuvent être plausibles. Mais quel que soit le découpage, tout groupe varie avec le temps. Bref, comme on le voit, on ne peut pas déterminer si en 2020, il y a eu excès ou non de la mortalité. Ça dépend notamment de la période avec laquelle on compare. Et s'il y a excès, son ampleur dépend du modèle statistique utilisé. Le problème est qu'une étude de surmortalité n'a pas de sens. Car que compare-t-on? Le décès d'une personne une année donnée et celui d'une autre une année différente n'ont en général rien à voir l'un avec l'autre, tout comme les lancers de deux pièces sont des événements indépendants. Par ailleurs, une pièce peut tomber plusieurs fois de suite sur pile ou alterner entre pile et face et on ne peut rien conclure sur l'hypothèse, en particulier sur la qualité de la pièce. De même, on ne peut rien conclure à partir des chiffres de surmortalité. Il y a une intersection de causes de décès entre deux périodes différentes et les personnes ne sont pas les mêmes. Donc, on ne peut pas en conclure qu'à l'une des périodes, il y aurait d'autres causes. À la base, une étude statistique de comparaison de mortalité, c'est-à-dire de description de motifs de mortalité obtenus statistiquement, ne permet pas de conclure quoi que ce soit, notamment qu'il faille chercher des causes inédites. Quant à ces causes, on peut interpréter un modèle de manière incompatible. S'il indique une surmortalité positive, on peut penser qu'il y a eu pandémie ou que c'est à cause des mesures prises. S'il indique une faible ou aucune surmortalité positive, on peut penser que c'est grâce à ces mesures ou
qu'il n'y a alors pas eu pandémie. Seul dans le cas où la mortalité serait extraordinairement élevée ou extraordinairement basse, peut-on espérer que toutes les méthodes utilisées donneront plus ou moins la même indication. Mais dans ce cas-là, une étude statistique serait futile puisque nos sens, notre perception, nous révéleront la survenue d'événements exceptionnels. Bien sûr, pas nécessairement une pandémie. Alors, pandémie ou non en 2020? Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, seule une étude scientifique pourrait répondre à cette question. Jusqu'à présent, aucune étude scientifique n'est connue pour avoir établi le phénomène de contagion par des particules ou des organismes non observables au microscope optique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu pandémie, car il peut y avoir des phénomènes inconnus et non identifiés. Et ça se peut que demain la thèse de la contagion soit établie sur des bases empiriques solides. Par ailleurs, même si le phénomène de contagion est réel, il se pourrait qu'il n'y ait jamais de pandémie d'une quelconque ampleur, sauf localement, ce qui expliquerait les variations régionales de la mortalité qui apparaissent dans certains modèles. En effet, une hypothèse a été suggérée par la scientifique Thea Newman selon laquelle, dans le cas des maladies respiratoires, il pourrait y avoir dans l'air des débris de ces particules ou organismes qui ne sont pas infectieuses puisqu'ils ne sont que des fragments. Les inspirer pourrait contribuer à développer une résistance du corps. Cette hypothèse permettrait d'expliquer pourquoi, lors d'épidémies graves, il semble y avoir une immunité accrue dans les vastes zones géographiques environnantes, où les particules de poussière peuvent être transportées par le vent. Dans les régions plus reculées du monde, hors de portée de ces débris, l'épidémie reprend de plus belle lorsqu'elle est introduite par les voyageurs aériens. Newman applique cette hypothèse au schéma très différent de propagation de la maladie dans les différentes parties du monde, comme l'Asie, l'Europe et les Amériques, ainsi qu'aux différences frappantes entre les pays. Selon le biologiste et grand critique de la science Rupert Sheldrake, la combinaison de l'hypothèse de Newman d'un champ de préconditionnement avec l'idée d'une résonance morphique pouvant renforcer de manière sélective la réponse des personnes aux débris pourrait éclairer certains des phénomènes autrement déroutants de cette pandémie. Tout cela reste pour le moment des hypothèses qui nécessitent tout d'abord que l'existence même de ces particules ou micro-organismes soit établie sur des bases scientifiques solides. Ce n'est certes pas la statistique qui pourra trancher la question. Merci.